Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers collègues, chers amis, d'abord, Awashir Mbroka, c'est pour moi un très grand honneur d'ouvrir ce webinaire d'une très grande importance, car Il y a un problème de connexion. Oui. Dans nos systèmes de santé, et il était très très important d'organiser ce genre de rencontres justement pour discuter la place du pharmacien et débattre donc sur un tour d'expérience des stratégies de déconfinement notamment. Alors, je voudrais remercier sincèrement et féliciter aussi nos éminents orateurs qui ont bien voulu accepter de contribuer à ce webinaire, connaissant tous leur expertise dans le domaine. Je voudrais aussi remercier les modérateurs qui ont accepté de modérer ce webinaire. Et un grand merci à mon ami, monsieur le doyen, professeur Ahid, donc, qui a pris, je pense, l'initiative d'organiser ce webinaire. Et un grand merci aussi au laboratoire Cooper, avec lequel l'Université Mohammed VI des sciences de la santé entretient des relations de partenariat dans le domaine, aussi bien dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'expertise, dans le domaine de la recherche. Voilà, donc merci à tous. Et moi, je vais vous écouter avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'attention. Et je suis persuadé que je vais apprendre beaucoup de choses. Et je donne la parole tout de suite à mon collègue, professeur Ahid. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, chers confrères, chères consoeurs, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire qui est organisé par la faculté de pharmacie de l'Université Mohammed VI des sciences de la santé. C'est un webinaire qui s'inscrit dans une série de séminaires qui sont organisés annuellement. Et voilà, vu qu'il y a cette conjoncture, on a basculé, d'ailleurs tout le monde a basculé actuellement vers plutôt les webinaires. Et je crois que c'est une autre manière de se retrouver et pour discuter ensemble autour de thématiques qui concernent un peu la pharmacie. Alors, la thématique d'aujourd'hui concerne le rôle du pharmacien face à cette pandémie. Et d'ailleurs, je peux dire que le pharmacien, selon ses différentes casquettes, il a grandement contribué à la prise en charge des patients, notamment dans cette période de Covid. Donc, que ce soit le pharmacien hospitalier, le pharmacien d'officine, mais il y a aussi le pharmacien industriel, le pharmacien biologiste, en tout cas, qui ont aussi contribué et se sont mobilisés justement auprès des autres professionnels de santé pour qu'on dépasse ensemble cette période de pandémie et de Covid-19. Donc, pourquoi la thématique d'aujourd'hui? Parce que déjà, il y a la conjoncture de la pandémie et c'est important aussi d'avoir un retour d'expérience. Je crois que depuis le 2 mars, que les pharmaciens, que ce soit pharmaciens d'officine ou les pharmaciens hospitaliers, sont confrontés quotidiennement à des difficultés, mais aussi ils reçoivent beaucoup de patients et ils assurent des gestions, des préparations, des changements, en tout cas, pas changement de traitement, mais en tout cas un continuum qui se fait pour que les patients continuent leur traitement. Donc, en fait, il y a un certain nombre d'actions et d'activités qui sont menées par les pharmaciens, que ce soit d'officine, mais aussi au niveau hospitalier. On sait très bien aussi le pharmacien hospitalier qui souvent mais qui est peu connu par la population et qui contribue largement aussi à la prise en charge des patients en assurant les traitements, en assurant une fluidité et participer à tout ce qui est gestion pour qu'il n'y ait pas de rupture de stock, mais aussi participer à différentes commissions
je dirais, pour une meilleure prise en charge du patient. D'ailleurs, je laisserai par la suite le soin à nos orateurs pour nous donner un peu plus leur expérience. Donc, le pharmacien, c'est un professionnel de santé, toujours au premier rang, et c'est toujours celui qui est. On sait très bien, connaît très bien la difficulté de cette pathologie actuelle et les risques de contamination, et pourtant les pharmaciens, ils sont toujours là, ils répondent rapidement pour servir le patient, en termes de formation, en termes de dispensation, en termes aussi de prévention des maladies et de contrôle d'infection. Donc tout ça, certainement, on va le voir avec nos participants. Mais aussi, je crois que nous allons écouter nos collègues pour connaître aussi les contraintes que rencontrent les pharmaciens pour assurer leur fonction dans ces conditions. Et donc, tout ça, on va le voir avec nos imminents orateurs. Et donc, je tiens par la même occasion à remercier professeur ou docteur Hafedi, qui nous vient du CHU de Fès et qui ont accepté avec Madame Lina Alami de participer et d'échanger, de partager leur expérience en tant que pharmacien hospitalier. Je remercie aussi Madame Richa Zahi qui va nous donner le point de vue du pharmacien d'officine et donc qui nous permettra aussi de connaître un peu quelles sont les difficultés qui sont rencontrées, mais aussi quelle est la plus-value. On la connaît très bien, mais certainement, on va encore apprendre beaucoup de choses sur le quotidien du pharmacien au niveau, je dirais, au niveau de l'officine. De même, je tiens à remercier les modérateurs, donc Dr Hevri, qui est pharmacien d'officine, et pour avoir accepté d'animer, modérer la discussion, et aussi Dr Fawzi Rabia, qui nous vient du ministère de la Santé, avec, on connaît très bien aussi ses compétences en matière de gestion de la pharmacie hospitalière et tous les aspects réglementaires qui sont liés à la pharmacie hospitalière, et certainement il va aussi partager avec nous ses expériences en matière de gestion de la pandémie. Et bien évidemment, je ne peux terminer qu'en remerciant aussi notre partenaire, les laboratoires Cooper, qui ont répondu favorablement à notre demande de soutien. Et d'ailleurs, je le rappelle encore une fois, Cooper, c'est un des laboratoires partenaires depuis longtemps, partenaire de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, et qui est un des laboratoires qui sont actifs et qui répondent favorablement, que ce soit en termes d'accueil de nos étudiants pour les stages, que ce soit participer justement à la formation. Et donc, en tout cas, je les remercie énormément d'avoir accepté de nous accompagner dans la réalisation de notre webinaire. Donc, sans plus tarder, je donnerai, et bien évidemment, je dois remercier tous les participants. Donc, je vois déjà que le nombre commence à augmenter. Donc, je vous remercie d'être là et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions, beaucoup de débats, beaucoup de réflexions autour de cette thématique du pharmacien d'officine et hospitalier face au Covid. Donc, voilà, je vous remercie et je donne la parole à Dr Fawzi Rabi pour démarrer la première conférence. Merci, professeur Ahid. À mon tour, je voudrais d'abord remercier notre professeur Samir Ahid, de m'avoir donné l'occasion de participer avec vous à la modération de cette conférence en ligne, avec bien sûr nos collègues du secteur privé, spécialement les pharmaciens d'officine, sur la thématique relative à la mobilisation des pharmaciens dans le dispositif de lutte contre la pandémie de Covid-19. Donc, sans trop tarder, je vais d'abord présenter rapidement notre premier orateur, Dr Youssef Hafedi, qui est pharmacien hospitalier au CHU de Fès, lauréat de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Il est responsable d'unité centralisée de reconstitution des médicaments cytotoxiques à la pharmacie centrale du CHU de Fès. Il a dans son actif plusieurs compétences professionnelles à travers ses nombreuses formations diplômantes universitaires au niveau national et international. Il est bien sûr membre fondateur et secrétaire général de la Société marocaine de pharmacie oncologique.
Il est membre de la Société européenne de pharmacie oncologique. Bref, il a dans son actif plusieurs compétences professionnelles. Et bien sûr, sans tarder, pour respecter un petit peu le temps, je passerai la parole à notre collègue, Dr Hafidi, pour nous parler un petit peu de son expérience, pour partager avec nous son expérience de mobilisation dans cette pandémie Covid-19. À vous la parole, cher ami. Merci, Dr Rabi Fawzi. Donc, à mon tour, j'ai l'honneur d'être parmi vous, donc de présenter notre expérience au CHU-DFS. Et tout d'abord, je remercie vivement le professeur Ahid de nous avoir donné l'occasion de participer et de partager notre expérience. Bien sûr, à travers aussi, je remercie le Dr Lina Alami, chef de service de la pharmacie centrale du CHU-DFS, qui n'a pas hésité à ce que la pharmacie centrale, le service de la pharmacie centrale, doit être présent à ce webinaire. Donc, je commence ma présentation qui est intitulée « Retour d'expérience et stratégie de déconfinement, point de vue du pharmacien hospitalier ». Donc, j'ai adopté un plan très simple. En premier, je vais introduire ce contexte de pandémie du SARS-CoV-2. Après, je vais enchaîner vers les missions de la pharmacie centrale, les challenges soulevés de la pharmacie hospitalière, comment on est préparé et quelles sont nos interventions de la pharmacie hospitalière envers cette pandémie de Covid-19. Quel est le rôle que le ministère de la Santé a joué pour accompagner les pharmacies hospitalières au niveau national, ainsi que quelques éléments de stratégie de déconfinement vus par le pharmacien hospitalier. Et après, on va faire une conclusion et un récap de cette présentation. Donc, le Covid-19, c'est une épidémie de pneumonie virale. Donc, elle est classée en urgence de santé publique à portée internationale en 30 janvier 2020, moins d'un mois après la découverte de l'agent infectieux associé, qui est le SARS-CoV-2. Donc, le premier cas déclaré au Maroc, c'était le 2 mars. Et le 12 mars, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, il a prédit que le nombre de cas hors Chine avait augmenté de moins de 13 fois dans les 2 semaines précédentes et proclamé l'état de pandémie. Donc, face à l'épidémie du Covid-19, les autorités marocaines ont décrété le jeudi soir, 19 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire. Cet état d'urgence sanitaire, senti par le corps professionnel et bien spécifiquement les pharmaciens hospitaliers comme une guerre sanitaire, donc comme une guerre sanitaire. Donc, en première ligne, dans la plus grave crise sanitaire de l'histoire, tous nos personnels soignants mènent aujourd'hui le combat pour la vie de tous. Bien évidemment, le pharmacien hospitalier. Donc, pour situer cette pandémie, donc selon la classification de Kroc, de par la nature de la pandémie du coronavirus, elle est comptée comme une catastrophe naturelle, qui sont pour beaucoup d'experts, qui sont très imprévisibles, et par leurs dégâts en termes d'économie et d'enjeux financiers, en termes de décès, et en termes de défis pour chercher un équilibre entre les moyens disponibles et les besoins réels, elle est classée comme des catastrophes majeures. Donc, conformément aux recommandations de l'OMS, le ministère de la Santé du Royaume du Maroc a établi un plan national de préparation et de réponse à l'infection par le coronavirus, dont le principal objectif est d'organiser, harmoniser et uniformiser l'intervention du secteur de la santé et des autres secteurs à l'échelle nationale. Donc, dans ce plan d'action, je ne peux citer que deux actions qui relèvent du domaine de la pharmacie et de la pharmacie hospitalière. Donc, elle est appelée à s'assurer des capacités de production et de disponibilité des moyens médico-hospitaliers, médico-techniques et pharmaceutiques. Le deuxième point, il faut tenir à jour un état des commandes et d'approvisionnement en moyens médicaux, en produits pharmaceutiques et en produits biologiques, en dispositifs médicaux, afin d'évaluer leur suffisance en cas d'épidémie et évaluer les besoins complémentaires et assurer leur disponibilité. Donc, pour bien sûr
décrire cette pandémie, je n'ai trouvé qu'une citation de l'écrivain Jules Romain en 1923 qui a dit: pour moi, le médecin qui ne peut pas s'appuyer sur un pharmacien de premier ordre, c'est un général qui va à la bataille sans artillerie. Donc, on est confronté à une bataille auquel le pharmacien est interpellé pour mettre à disposition des moyens de protection, donc les mesures barrières, les moyens de protection préventive afin de limiter la propagation et la transmission du virus entre les professionnels de santé, et ainsi de mettre à disposition les traitements pour prendre en charge cette pathologie. Donc, la pharmacie hospitalière et les pharmaciens hospitaliers, donc elle est confrontée à plusieurs attentes des partenaires, donc relatifs à la préparation de la pharmacie hospitalière, à la capacité et à la mobilisation rapide des collaborateurs, donc pour apporter un soutien en logistique, par exemple les approvisionnements, ainsi que cliniques, représentés par les conseils de l'utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux. Donc la pharmacie hospitalière, elle est amenée à jouer un rôle important dans une situation exceptionnelle telle est le cas du Covid-19. Donc rapidement, quelques informations sur le virus. Le virus il fait partie de la famille des bêta-coronavirus, dénommé SARS-CoV-2. Donc ce virus, elle est caractérisée par sa grande capacité de transmission, sa contagiosité et sa virulence, et ainsi que des symptômes communs avec les autres virus, et, par exemple la fièvre, la toux, une détresse respiratoire, des symptômes gastriques et des diarrhées. Des cas de complications qui peuvent survenir chez le malade, vers des pneumonies, un syndrome respiratoire aigu sévère, un SDRA, ou bien des complications cardiovasculaires, des complications neurologiques, des complications respiratoires, et bien sûr une atteinte soit du pancréas, une atteinte hépatique et une atteinte rénale. Donc, à ce jour-là, aucun traitement conventionnel n'est disponible, ainsi que ni vaccin. Donc, le traitement essentiel, c'est le traitement de la symptomatologie, ainsi que de suivre, bien sûr, on va suivre le protocole édité par nos autorités, le ministère de la Santé, à travers le comité d'experts sur les infections respiratoires aiguës. Donc, une situation globale de nombre d'infections au monde. Donc, on est arrivé aujourd'hui à 4 500 000 cas, avec 304 000 décès de par le monde, avec 15% de létalité. Au Maroc, on est arrivé à 7 023 cas, avec 93 décès. Et 3 901 qui sont guéris de la maladie, complètement guéris par la maladie. Donc, une des missions de la pharmacie centrale au sein de l'établissement hospitalier est d'assurer la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux. Donc, ces missions elles sont appliquées dans la vie normale. Bien évidemment, elles doivent être appliquées rigoureusement dans des situations sanitaires exceptionnelles. Cette situation exceptionnelle a besoin en moyens humains, mais aussi en matériel qui a un besoin qui est fortement augmenté. Donc, la pharmacie hospitalière doit être donc en mesure de répondre à la crise de façon optimale sans compromettre son fonctionnement normal. Donc, parmi les missions de la pharmacie hospitalière, allant des achats, des approvisionnements auprès des fournisseurs, des laboratoires pharmaceutiques et des sociétés. Dans cette situation, on doit faire un inventaire ciblé des médicaments et des dispositifs médicaux spécifiques pour prendre en charge cette pathologie et ses complications. Il faut faire des ressources et prioriser les ressources à travers de certains médicaments qu'on va voir en détail. La dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux pour les patients Covid et les patients non Covid afin de préserver la continuité de soins. Les traitements ambulatoires pour les maladies chroniques et les maladies immunitaires et les thérapeutiques ciblées dans le cas du cancer. On doit prendre en charge aussi les essais cliniques, les médicaments expérimentaux,
dans ce cas, on est contenté à les faire par une consultation téléphonique avec les ARC. Bien évidemment, on doit veiller à la qualité et à la sécurité d'utilisation des traitements à travers la pharmacovigilance et la notification des effets indésirables. Le processus doit être tracé et documenté à travers soit un système d'information ou bien des documents d'enregistrement. Bien sûr, on doit veiller à former et communiquer toutes les informations relevant sur le coronavirus, sur le Covid-19 à tous les collaborateurs, que ce soit interne au niveau de la pharmacie hospitalière ou bien externe vers les services cliniques. Bien évidemment, l'hygiène hospitalière et l'hygiène du milieu trouvent sa place puisqu'on doit limiter la propagation et la transmission du virus au sein de la pharmacie hospitalière à travers des mesures qu'on doit voir après. Donc, les challenges soulevés par la pharmacie hospitalière sont énormes. Le pharmacien hospitalier est impliqué dans la gestion de cette crise sanitaire tant au niveau pré-hospitalier qu'au niveau hospitalier. Il assure le travail et la gestion de crise sans nuire à l'activité de routine. Il participe à la sensibilisation et l'accompagnement du personnel soignant à travers le plan de formation continue organisé conjointement par le CHU et la faculté de médecine de pharmacie de Fès. Il doit répondre aux besoins exigeants des patients hospitalisés avec adaptation des horaires de travail et introduire le système de veille 24 jours, 7 jours, la garde résidentielle et l'astreinte par le pharmacien. Donc, on est amené à assurer une disponibilité des produits pharmaceutiques et à suivre leur stock, assurer un approvisionnement efficace et de bonne qualité pour les services Covid, spécialement pour les services de pré-urgence, les services d'urgence, les blocs opératoires, services médicaux, pour prendre les patients qui sont asymptomatiques ou avec des symptômes légers de la maladie, ainsi que d'assurer une dispensation pour les services des soins intensifs et de réanimation pour les cas compliqués. Première des choses, il faut veiller à la sécurité des personnes à travers les moyens de protection contre la contamination et la transmission du virus au sein du personnel de la pharmacie, à travers les moyens de protection, les équipements de protection individuelle, ainsi que des mesures barrières, limiter l'accès à la pharmacie, ainsi que de faire des désinfections quotidiennes au niveau de la pharmacie. On a adopté ou bien privilégié les commandes électroniques des équipements de protection individuelle à travers le système d'information hospitalier. Ainsi, on a instauré un système de rotation des équipes, alternance de des équipes de façon hebdomadaire, moitié d'effectifs et plus de travail visant une optimisation maximale du temps et d'effort du personnel. Donc, pour favoriser ainsi le télétravail. Donc, c'est la personne qui ne travaille pas, elle a un accès à VPN à distance pour accomplir ses missions, que ce soit du suivi des approvisionnements ou bien de la validation électronique des prescriptions. La création imprévisible de nouveaux services avec de nouveaux circuits. On a créé à peu près 24 services avec 3 réanimations. La codification de tous ces services au niveau du système d'information. Il faut définir aussi les locaux de stockage au niveau de ces services où va se loger la pharmacie satellite. Le déplacement des armoires de distribution automatisée des médicaments et des dispositifs médicaux et regroupement des services d'hospitalisation au sein d'un hôpital opérant 5 services, la création de 2 nouveaux services de réanimation, la création d'une nouvelle unité Covid dans chaque formation hospitalière et un service spécifique pour la pédiatrie et les femmes enceintes, pour la gynéco. Donc, comme vous voyez ici dans la slide, ici un prototype d'un service qui va recevoir les patients Covid. Ici, dans la zone rouge, vous voyez ici l'entrée du patient affecté par la maladie, par le virus. C'est la partie sale ou bien la partie Covid. Ici, c'est la partie propre, là où il y a la pharmacie, les équipes soignantes, médecins, infirmiers, aides-soignants, femmes de ménage. Et dans cette zone-là, zone propre, il y a la zone d'habillage où il y a un habillage strict avec les moyens de protection individuelle. Donc, les déchets, on a opté pour tout ce qui est à usage unique, donc les déchets sortent par là. Ou s'il y a un scanner ou bien une radiologie qui va se faire, donc ici, il y a une sortie ici qui va vers des ascenseurs qui vont directement vers le service de radiologie. Donc, afin de mitiger les conséquences humaines, environnementales et économiques de cette pandémie, donc la pharmacie doit
doit se comporter ou bien doit préparer un plan de catastrophe ou bien d'urgence constitué de phases et d'intervention. Donc, il y a la phase de préparation. Cette phase de préparation qui comporte la gestion des stocks, les inventaires ciblés de certains médicaments, de stratégie vitale, la nomenclature hospitalière qui va être mise à jour avec le bon choix des médicaments, conformément au protocole thérapeutique en vigueur, la sélection des dispositifs médicaux adaptés à cette infection, la mise à disposition des antidotes, à savoir le charbon actif et le naloxone, bien sûr la méthode d'achat qui va être revue suite à l'assouplissement, bien au décret émis par le gouvernement. La phase de déclenchement, il concerne le renforcement en moyens humains et la valorisation des compétences à travers la formation et la communication en liaison à la pandémie. Les actions entretenues, c'est la participation à la cellule de crise, représentée par le chef de service, la gestion logistique et distribution, le système d'information hospitalier, il a sa place ici, puisqu'on a privilégié les commandes électroniques et la prescription électronique, la substitution de médicaments et alternatives thérapeutiques dans le cas de pénurie de certains traitements ou certaines ruptures, la livraison et la dispensation, soit en globalisé ou bien la dispensation nominative journalière et individualisée, la fabrication locale d'antiseptiques au niveau local, les conseils pharmacothérapeutiques à travers la sensibilisation des prescripteurs sur les effets secondaires, sur les interactions et sur les précautions d'emploi des médicaments objets du protocole thérapeutique du ministère de la Santé, ainsi que de conseiller les services cliniques sur les désinfectants études et actifs sur les SARS-CoV-2. Enfin, l'action principale aussi de gérer plusieurs sites hospitaliers, puisqu'on a 6 formations hospitalières. Donc, la nomenclature hospitalière qui va être mise à jour à travers, en s'adaptant à la nouvelle affection et le Covid-19. Donc, aussi, la wilaya de Fès et le ministère de la Santé qui ont interpellé la pharmacie pour leur communiquer le stock des médicaments et leurs besoins en médicaments pour un nombre de patients qui va atteindre 200 patients en réanimation, et un besoin utile pour 14 jours de consommation, soit en médicaments, en dispositifs médicaux ou bien en produits d'équipement de protection individuelle et d'hygiène hospitalière. Les méthodes d'achat, on s'est réjoui après l'approbation du décret 260 qui nous recommande de faire des achats sans passer par la lourdeur du procédé décret des marchés publics. Aussi, d'éliminer ou bien de désactiver les appels d'offres et d'utiliser les commandes, de supprimer les plafonds des bons de commande fixés à 200 000 dirhams, de recourir à l'option des marchés négociés directement avec le fournisseur afin d'accélérer la procédure d'approvisionnement en médicaments dans cette situation de crise. Donc, ces méthodes d'achat ont permis de réaliser des opérations d'achat et approvisionnement dans un temps record et rapide des produits au niveau du CHU. Bien, 2 éléments principaux, les règlements des marchés du CHU et la publication de ce décret. La priorisation des ressources comporte, selon le type de produit pharmaceutique, par exemple, les médicaments, on doit prioriser le stock des solutions de perfusion et de rinçage, les anti-infectieux, afin de traiter des complications de choc septique ou bien de pneumonie. Les systèmes nerveux, les médicaments du système nerveux central ou bien parasympathique, à travers les analgésiques, les anesthésiques, les curares des bloqueurs neuromusculaires représentés par le rocuronium, d'utiliser les opiacés qui sont très utiles dans la ventilation artificielle, tels que le fentanyl ou bien la kétamine, les sédatifs hypnotiques tels que le propofol, des vasopresseurs tels que le noradrénaline et la nicardipine, et en tant que thromboprophylaxie, comme élément de thromboprophylaxie, on va privilégier les héparines vapomoléculaires, exemple l'enoxaparine, ou bien la buparine, ou bien la tenzaparine, ou bien aussi
la Fonda par Linux. Donc, en plus de ces médicaments, il y a des compléments de traitement pour prendre en charge bien les malades et suivre les protocoles locaux, en plus des sulfates de zinc, la vitamine D haute dose et la vitamine C haute dose et des compléments vitaminiques, ainsi que des antidotes. Les fongibles, on va privilégier les fongibles ou les dispositifs médicaux isogéniques. C'est des consommables de ventilation isogénique, des systèmes d'aspiration clos, des systèmes de ventilation, des filtres pour respirateurs du type patient et du type machine, les tuyaux d'aspiration, les masques à oxygène pour haute pression avec réservoir, des caméras laryngoscopes et des lampes de laryngoscope isogénique pour intubation trachéale, et ainsi poursuivre la pression du son, donc les capteurs de pression. Les fluides médicaux, on va suivre la consommation et l'approvisionnement en oxygène, en monoxyde d'azote, liquide de prélèvement pour prélever soit en pré-urgence ou bien en post-traitement les patients. On va utiliser des tests rapides point of care, donc les cartouches de gaziométrie et de troponine. Exemple d'équipement de protection individuelle, on va mettre à disposition aux professionnels de santé les masques chirurgicaux, les masques FFP2, des cagoules, des calots de protection, des visières, des combinaisons, les casaques, les surblouses, surchaussures, couvre-bottes, des gants propres et stériles avec manches, ainsi que des solutions hydroalcooliques et des désinfectants pour la réutilisation, par exemple, de visières ou bien de lunettes. La formation, elle a été faite au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie, donc à travers une équipe pédagogique organisée par d'éminents professeurs. Elle s'est étalée sur l'infection, sur la pandémie, sur la pathologie, sur l'épidémiologie, sur les moyens de prise en charge au niveau hospitalier, sur les protocoles locaux au niveau du CHU de Fès, ainsi que des moyens de protection, la méthode de désinfection aussi de friction hydroalcoolique des mains, et ainsi que il y a eu un échange fructueux avec l'équipe de la pharmacie. Donc, concernant l'approvisionnement, il faut avoir un suivi rigoureux auprès des fournisseurs pour livrer les produits au temps adéquat selon les besoins, donc afin de prévenir les paliers et les difficultés de pression d'approvisionnement en médicaments à l'échelle nationale et internationale. À titre d'exemple, on a eu dans 2 mois, pratiquement 50 jours, 1627 commandes aux fournisseurs avec 588 réceptions. Il concernait 1021 produits pharmaceutiques avec 87 fournisseurs, 33 concernant des laboratoires pharmaceutiques de médicaments et 52 concernant des sociétés de matériel médico-chirurgical. Après la réception, il faut stocker des médicaments, il faut bénéficier d'un local adéquat pour le stockage. Donc, tel est le cas du CHU de Fès. On dispose d'une plateforme de logistique qui a une capacité de 500 palettes qui permet le stockage adapté et selon les normes des produits pharmaceutiques, avec un monitorage de contrôle de la ventilation, de température pour la conservation des médicaments thermolabile. Pour les activités de la pharmacie hospitalière hors Covid, donc on est amené à faire la distribution et la dispensation des produits pharmaceutiques pour les services qui ont été regroupés dans un nouveau hôpital au sein du CHU. Donc, on a établi un programme bien défini, prenant en compte le nombre de services regroupés, le nombre de patients hospitalisés, ainsi que l'admission, le nombre de patients qui fréquentent l'hôpital de jour. La préparation des commandes internes électroniques transmises via les armoires de distribution automatisées, la validation des commandes internes, le choix de molécules, substitution en termes de spécialité, conformément à la nomenclature hospitalière du CHU de Fès, en termes de molécules et en termes d'équivalence thérapeutique. La dispensation journalière individuelle et nominative en cas de non-disponibilité au niveau de l'armoire automatisée, un planning très spécifique pour les services de réanimation polyvalente, des urgences médicales, ainsi que les blocs centraux opératoires. Préserver la dispensation pour le matériel de dialyse péritonéale à domicile. Ainsi qu'on a continué à dispenser et distribuer le matériel, les produits, les médicaments au service de néphrologie et d'hémodialyse qui a été délocalisé vers une structure hospitalière nouvelle au CHR. Les services de psychiatrie, d'ophtalmologie et d'oncologie, de radiothérapie et de médecine nucléaire restent l'activité qui est restée normale. Dans ce tableau, vous voyez très bien que
ce pic-là, qui est représenté par 6256, il représente le nombre de prescriptions de commandes internes faites par la dispensation journalière nominative. Après, vous voyez ici, c'est la 5213, c'est les médicaments. Et par exemple, les équipements de protection, ils concernent 4330 commandes internes. Ceci montre très bien donc l'enjeu des mesures de prévention et de la propagation du virus au niveau hospitalier. L'activité de chimiothérapie elle a resté très stable avec une diminution de 5% même de l'activité à travers la prescription électronique et la validation à distance. Donc 3312 préparations par mois. La dispensation des ordonnances en ambulatoire pour les pathologies lourdes et spécifiques après consultation spécialisée, qui représente pratiquement 1650 dispensations journalières nominatives en ambulatoire. La livraison des réactifs et articles de diagnostic pour le laboratoire, les fongibles de radiologie et les fluides médicaux. La dispensation pour les patients Covid, donc, il concernait principalement le protocole thérapeutique édité recommandé par le ministère de la Santé. Donc, une fois le patient il est admis et il est positif, donc l'équipe fait des contrôles, bien sûr, sur le général ainsi que sur les fonctions cardiaques. Donc, on doit contrôler aussi les données démographiques du patient, le nom, prénom, sexe, date de naissance, la CIN et le lipide d'admission, le service où le patient est hospitalisé, des antécédents de la maladie ou bien des maladies adjacentes, le traitement et la phase de traitement aussi. On doit vérifier est-ce qu'on est dans la phase d'initiation, le choix du protocole adapté au terrain du patient, est-ce qu'il y a un changement de traitement, est-ce que les changements sont argumentés ou non, la prolongation du traitement et la justification de ce prolongement du traitement, la durée de traitement avec le respect du protocole, on explique aux médecins, aux prescripteurs, donc le schéma très très détaillé du protocole. En cas du passage à la deuxième ligne, donc en cas d'échec, il faut proposer la proposition de traitement pour symptômes légers, donc liés à la maladie et aux effets secondaires du traitement. Donc, la mise à disposition des antidiarrhéiques, des antipyrétiques, des compléments vitaminiques, donc pour minimiser l'impact des symptômes, que ce soit de la maladie ou bien des effets du traitement. La dispensation du matériel et des dispositifs médicaux pour la dialyse des patients Covid compliqués, donc, et ainsi que la dispensation des produits pharmaceutiques pour les services de soins intensifs et de réanimation avec les produits pharmaceutiques déjà cités dans la partie ressources et la priorisation des ressources. Donc, exemple de nombre de prescriptions et de commandes internes, comme vous voyez ici, on a privilégié, la dispensation journalière individualisée et nominative, avec 1531 prescriptions dans les 50 jours qui ont été passés, avec 436 commandes pour les équipements de protection, les médicaments, 144 commandes et prescriptions. Pour les dispositifs médicaux, c'est 144 et les médicaments, 127 commandes et prescriptions. Donc, pour voir l'impact des patients Covid et non Covid sur la charge de travail, donc, pour les commandes et prescriptions, la charge du Covid-19 ne représente que 10,7% de notre activité, avec un nombre d'articles qui ne dépasse pas 23% de l'ensemble des traitements. L'hygiène de l'environnement de la pharmacie hospitalière. Donc, on a opté pour la mesure des barrières et contrôle d'accès, avec la distanciation physique et le port des moyens de protection individuels. La désinfection plusieurs fois par jour dans les portes, les couloirs, les poignées, les surfaces et les murs. La désinfection hebdomadaire par voie aérienne par le peroxyde d'hydrogène couplé à l'argent, par une société spécialisée dans la matière. Donc, après l'autorisation du ministère de la Santé, qui est une autorisation temporaire, qui autorise les pharmacies des établissements hospitaliers publics et privés de faire
la préparation locale des produits hydroalcooliques. Donc, on est amené à faire la préparation pour subvenir les besoins et la pénurie de cette matière qui est très, très vitale dans ce moment. Donc, on a utilisé de l'alcool. On le montre le tableau suivant. On a utilisé la formule de l'OMS éditée par le professeur Pité de Genève. Donc, on a fait de la préparation, on a utilisé de l'éthanol absolu, de peroxyde d'hydrogène à 3%, qu'on a dilué de l'oxygène de 30%. On a utilisé du glycérol, qui est un humectant, et de l'eau bédicile. Donc, notre capacité de production, elle a atteint 1370 litres par mois, avec une moyenne de 68,5 litres par jour. Bien sûr, avec un étiquetage adapté. Le contrôle d'efficacité de la solution, on a effectué avec le soutien du laboratoire de microbiologie de la faculté de médecine et de pharmacie. Donc, c'est basé sur un ensemencement direct avec les doigts en faisant, c'est le fingerprint, en faisant poser les doigts et la paume de la main directement sur la gélose de culture, puis incubation à l'étuve pendant 72 heures à 37 degrés. Comme vous voyez dans l'image, on a fait une comparaison avec la solution de référence qui a été achetée par l'hôpital et fabriquée à l'Autriche. Donc, les boîtes de pétri sont clean et ne contiennent plus de culture microbienne. Donc, on a aussi formé le personnel de l'équipe de la pharmacie à l'utilisation de la solution hydroalcoolique, donc à travers les chartes de l'OMS. Donc, contre la pompe, la friction qui doit durer approximativement 30 secondes. Donc, pompe contre dos de la main, espaces interdigitaux, les angles, le pouce, le poignet et le bord cubital. Enfin, toutes ces activités sont documentées au niveau de notre base de données, de notre système d'information. Ces données elles doivent être collectées et transmises au ministère de la Santé. Elles concernaient les données sur les ordonnances nominatives, concernant les approvisionnements et les stocks des produits à visée stratégique qui sont vitaux pour prendre en charge cette pandémie. Bien sûr, dans ces données, il y a la notification de la phase de traitement, s'il y a une initiation, prolongement ou bien de changement de ligne de traitement. Aussi la notification des données et des effets indésirables par les prescripteurs qui sont transmis au ministère de la Santé. Donc, pour accompagner les pharmacies hospitalières, donc le ministère de la Santé il a créé un comité national de médicaments qui regroupe les pharmaciens du CHU, des DMP, Direction du médicament et de la pharmacie, de la division d'approvisionnement, de la DHSA et de la santé militaire. Il a créé une plateforme électronique pour centraliser les données logistiques et de bon usage et respect du protocole de prise en charge des patients Covid, à savoir les EPI, les protocoles Covid et les produits de santé nécessaires. La livraison des produits de santé qui émanent du ministère de la Santé, elles ont été faites d'une manière périodique et selon le nombre de cas déclarés. Donc, comme stratégie de déconfinement, donc il faut trouver en post-Covid, donc il faut trouver un équilibre entre la sécurité sanitaire et la reprise de la vie professionnelle quotidienne. Il faut s'assurer que la saturation des services hospitaliers qui doit être jugulée et que les soignants, bien sûr, aient pu bénéficier d'une période suffisante pour récupérer et que les stocks de matériel qu'ils doivent être reconstitués. S'assurer aussi que les éléments d'une stratégie post-confinement seront opérationnels sur le terrain, à savoir les choix et les mesures de distanciation physique, la disponibilité de matériel de protection en priorité à destination des soignants et des personnes exposées au virus, la capacité de notre établissement à restaurer l'offre de soins pour les patients non-Covid, un système de surveillance épidémiologique qui doit être opérationnel et la capacité de mettre à disposition un test de diagnostic rapide. Donc, en guise de conclusion, donc, le pharmacien hospitalier, qui est un acteur majeur de santé publique, les missions de la pharmacie, malgré les challenges et les défis rencontrés, on peut dire qu'on a bien accompli notre mission envers cette guerre. Il faut adapter nos ressources au contexte de l'épidémie, bien sûr avec préservation préservation de la pratique quotidienne pendant la pandémie,
pour ne pas oublier bien sûr les autres pathologies, les opérations qui ont été annulées et tout. Donc la présentation en soins pharmaceutiques qui doit être efficient pour les patients Covid afin de bien récolter des résultats positifs, contribuer à renforcer la confiance des professionnels de santé à travers la coopération avec les services cliniques envers l'information hospitalière, qui est un maillon incontournable de la chaîne du médicament, fédération des efforts de tous les partenaires, qui est un élément indispensable pour réussir, et bien sûr, en conclusion, l'approche centrée sur le patient est la règle primordiale pour dynamiser tous les efforts afin d'atteindre la satisfaction optimale. Donc, je vous remercie pour votre attention et à vous la parole, docteur Rabih Fouzi. J'espère que j'ai respecté le temps. Le micro, Rabih. Merci, Dr Hafidi, pour tous ces éclaircissements sur la mobilisation de l'équipe pharmaceutique au niveau de la pharmacie de l'hôpital du CHU de Fès pendant cette période de pandémie Covid-2. J'ai appris beaucoup de choses dans cette présentation. Donc, sans tarder, pour respecter un petit peu les temps et selon les instructions des organisateurs, je donnerai la main à notre collègue Dr Hafidi pour introduire la deuxième oratrice sur la pharmacie, le rôle du pharmacien officinal dans la pandémie. Merci. Merci, Dr Rabih. Monsieur le Président de l'Université Mohammed VI des sciences de la santé, Monsieur le doyen de la faculté de pharmacie, mes chers confrères et mes chères consoeurs du Maroc et de l'international. Bienvenue à ce webinaire sur le pharmacien et le déconfinement. Après avoir écouté et avec un grand intérêt nos amis hospitaliers, et j'étais très sidéré par les procédures qui ont été faites au niveau de la pharmacie de l'hôpital de Fès. Vraiment, c'est des travaux de professionnels et d'experts. Je vous en félicite. J'espère et je pense que ces éléments que vous avez émis ici, et vous avez sûrement, et j'imagine que vous les avez certifiés selon la norme ISO 9001, version 2015, ça mérite vraiment la certification. C'est un travail vraiment extraordinaire que vous avez fait. Donc, la présentation suivante de Madame notre consoeur, Dr Zahi Aïcha, va traiter du point de vue du pharmacien d'officine. Elle va nous apporter son expertise, son quotidien face à cette pandémie récente et son adaptation de cette pandémie. Elle va traiter aussi de la stratégie de déconfinement et aussi proposer une concertation avec les confrères pharmaciens hospitaliers, vraiment qui font de l'excellent travail pour établir une feuille de route pour la mise à disposition de l'officinal, d'une feuille de route vraiment à suivre dans pareil cas dans le futur. Alors, pour traiter ce sujet, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons avec nous Dr Zahi Aïcha, pharmacienne d'officine, responsable du volet formation continue du Conseil régional du Nord des pharmaciens et présidente de la toute jeune Société marocaine de valorisation de l'acte officinal, SMVAO. À vous la parole, Dr Zahi, vous avez 30 minutes. Merci beaucoup. Merci, je remercie professeur Ahid qui m'a permis de joindre justement ce webinaire. Je remercie les laboratoires COPER. Et voilà, mon expert. Je vais d'abord partager l'écran parce que je ne le vois pas. C'est Hassan. Et je vais y arriver. C'est bon, là, j'y suis. Oui. Allez-y. Voilà. De mon côté, je vais plus faire un témoignage d'une expérience au niveau officinal. Alors, rôle du pharmacien, donc on a déjà entendu le rôle du pharmacien hospitalier. À mon tour de faire le rôle du pharmacien d'officine en cette pandémie Covid-19. Et on va essayer justement d'élaborer des stratégies de déconfinement qui est vraiment proche dans 3 semaines. Alors,
le pharmacien, il exerce toujours des rôles très importants dans la chaîne de santé, mais cette pandémie, il lui a justement, il l'a amené, ça l'a amené à s'adapter justement, à s'adapter à cette pandémie. Et donc déjà par l'effet surprise, le coronavirus, justement, il est venu comme ça, il ne nous a pas prévenus. Et donc, on était obligé de s'adapter. Pour faire face à la pandémie. Il fallait une organisation qui s'imposait au niveau logistique, au niveau de notre officine. On n'avait pas justement une conduite à tenir, on n'avait pas un protocole pour agir justement en cas de pandémie. Donc, on a improvisé. On s'est inspiré de nos confrères pharmaciens de l'étranger et principalement les pharmaciens d'Italie qui étaient déjà avant nous, qui étaient déjà touchés avant nous. Donc, on s'est inspiré pour justement nous équiper de toutes ces barrières au niveau des comptoirs. Donc, on a improvisé et rapidement, on a fabriqué des barrières, soit en plexiglas, soit en verre et bois, pour justement nous protéger. Donc, il fallait protéger toute l'équipe officinale, à savoir le pharmacien et ses employés, pour justement pouvoir gérer cette pandémie. Alors, Zahi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez passer en mode diaporama? C'est mieux. ok, d'accord. Voilà. Ok, merci. Mais là, Alors, parmi les rôles que jouait le pharmacien, évidemment, toujours, c'était la dispensation, etc. Maintenant, ce sont des nouvelles missions qui se sont imposées à lui, justement, par rapport à la gestion de la pandémie. Là, je perds le fil, je ne sais pas pourquoi. Non, j'ai perdu quelque chose. Alors, docteur, si vous pouvez désactiver le mode panorama Oui. et reprendre votre présentation. Voilà, je préfère ça. Alors, vous faites dérouler votre slide comme bon vous semble. Est-ce qu'il y avait... J'avais des slides qui ont disparu, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ce n'est pas grave, je vais me retrouver. Donc, parmi justement parce que j'avais une suite justement dans les slides et là, j'ai perdu 2 slides et donc je me suis retrouvée au 4e rôle du pharmacien. Mais ce n'est pas grave, je vais me retrouver, c'est mon travail de tous les jours. Donc, la dispensation, donc parmi les rôles du pharmacien d'officine, c'était la dispensation de médicaments. Et là, c'est surtout le problème qui s'est posé, c'est la dispensation pour le renouvellement des ordonnances. Et justement, il y avait un problème de malades qui ne pouvaient pas voir leur médecin pour renouveler l'ordonnance, soit parce que le médecin ne se trouve pas dans la même ville et donc il y avait pour une histoire de confinement, donc il ne pouvait pas se déplacer, ou parce que le médecin justement était en télétravail, ou parce que le malade avait peur d'aller tout simplement à l'hôpital, de peur d'attraper justement le Covid-19. Et donc, ces malades-là venaient chez nous parce qu'il fallait justement renouveler leur traitement, ces malades chroniques. Donc, un malade, par exemple, un diabétique qui était déjà stabilisé et qui vient chez nous avec une ordonnance périmée, est-ce qu'on va lui renouveler l'ordonnance, lui renouveler le traitement ou pas? Donc, c'était de notre devoir, justement, de lui renouveler ce traitement. Oui. Passez au mode panorama comme tout à l'heure. D'accord. S'il vous plaît. D'accord. Merci. Et donc, justement, ces malades-là, ces malades chroniques qui étaient stabilisés, on n'avait pas le droit, justement, de leur refuser ce renouvellement de traitement de peur de déstabiliser leur état de santé. Et donc, justement,
c'était de notre devoir de leur renouveler justement ce traitement. Et là, il faut tirer justement une leçon de ce problème-là et de trouver des possibilités dans l'avenir, justement, même, ou alors même pendant le déconfinement, de trouver une solution à cette problématique-là de renouvellement d'ordonnance en cas de besoin et surtout pour les malades qui sont déjà stabilisés. Alors, le problème qui s'est posé, c'est surtout pas par rapport à ces malades chroniques, diabétiques ou hypertendus, mais c'est surtout le renouvellement des médicaments en psychiatrie. Là, le problème s'est réellement posé, mais justement, on a pu quand même le gérer convenablement pour les malades qui sont, par exemple, un épileptique ou un dépressif. Donc, mais ce sont des patients qui étaient déjà répertoriés chez nous. Ils étaient déjà dans nos ordonnanciers, donc on les connaissait. Le problème qui s'est posé, c'est surtout pour les malades qui venaient pendant la garde. On ne les connaissait pas. Et on n'avait pas le moyen justement de savoir si c'est vraiment, ce sont des patients qui étaient bien suivis, qui étaient bien équilibrés. Donc là aussi, justement, suite à cette problématique, on souhaite justement avoir une solution à cette problématique. Et d'ailleurs, on a fait une approche une approche à la société, justement, à l'association des psychiatres, et on est sorti avec quelque chose pour élaborer une application, justement, pour résoudre cette problématique. On est en train de travailler là-dessus. Alors, un autre rôle, c'est le rôle d'orientation et de conseil. Bon, tout le monde sait que le Plaquenil et la Nivaquine ont été réquisitionnés par le ministère parce qu'ils rentrent dans le protocole de traitement COVID-19. Et donc, il y a des patients qui sont sous traitement, justement, ils sont traités sous Plaquenil et Nivaquine. Et donc, ils viennent à la pharmacie, ils nous demandent leurs produits. Il faut absolument qu'on les oriente, qu'on les conseille, d'aller justement au niveau de la délégation provinciale, au niveau de la pharmacie provinciale pour se procurer ces traitements-là. Et on leur dit, voilà où ça se trouve. Donc, on les oriente exactement là où il faut, avec un dossier médical et une ordonnance, et évidemment leur identité. Donc, voilà un rôle justement pour apaiser l'inquiétude des patients. Rassurer. Certains patients, ne serait-ce que pour un simple rhume, une grippe, ils pensent par la force des choses, on est en situation justement COVID-19, ils pensent qu'ils sont atteints de COVID-19. Eh bien, ils viennent chez nous pour nous demander quoi faire parce qu'ils ont tellement peur d'aller à l'hôpital, ils viennent d'abord au niveau de la pharmacie parce que c'est toujours la première porte à laquelle on se dirige, c'est la pharmacie d'officine. Donc, ils viennent, on les écoute, on écoute leur détresse, justement. Et après, selon un tableau que je vais présenter tout de suite après, on essaie, en leur posant justement des questions pour éventuellement trouver, est-ce que c'est juste une simple grippe, un simple rhume, et dans ce cas-là, on leur conseille de prendre du paracétamol, de se reposer et surtout de ne pas sortir. Et en cas de besoin, c'est-à-dire en cas d'autres symptômes qu'on leur décrit, ils reviennent chez nous et comme ça, on les oriente vers une structure adéquate, par exemple l'IACADA 141. Voilà le tableau dont je parlais tout à l'heure. Donc, on essaye de voir s'ils ont pas uniquement la fièvre, mais ils ont aussi, par exemple, la fatigue, la toux. Et donc, on rassemble tout ce tableau-là et pour sortir avec une orientation adéquate et surtout d'apaiser le patient et de le rassurer. La sensibilisation. On est en période pandémie, on est en période de COVID-19 et donc, il est de notre rôle, justement, de montrer aux patients l'intérêt du port de masque, comment le porter, quelle est la différence justement entre les différents masques. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent chez nous qui me disent bah, « moi, je n'ai pas besoin de masque, je mets juste un foulard, je mets juste un châle. » Et donc, c'est à nous de leur montrer justement l'importance pour leur dire s'ils portent justement ce masque, c'est pour protéger l'entourage. Et si tout le monde le porte, donc ça va justement protéger tous les citoyens.
on leur donne aussi on leur donne des conseils, comment le porter, se laver les mains, soit avec un gel hydroalcoolique, soit avec une solution avec de l'eau et du savon, et ne pas le toucher uniquement au niveau des élastiques ou au niveau des lacets, et aussi comment l'enlever, comment s'en débarrasser. Tout ça, ce sont des conseils que nous donnons à longueur de journée. Et en cas d'allergie, parce qu'il y a aussi des personnes qui présentent des allergies à certains types de masques. Et là aussi, on essaye de leur venir en aide en leur disant, vous changez de masque et on verra. Sinon, on essaye de voir avec eux un masque de type, par exemple, de type en tissu. Voilà, on leur dit, voilà ce qu'il faut faire pour porter un masque. Voilà ce qu'il faut éviter de faire, parce que, et d'ailleurs, on le voit souvent, que les gens touchent beaucoup leur masque et ils essayent de le mettre sous le nez. On essaie de leur expliquer exactement pourquoi il ne faut pas le mettre sous le nez et que c'est dangereux, et que, parce qu'ils peuvent respirer tous les microbes qui se sont accumulés sur le masque. Et dans ce cas-là, pour respirer, on leur explique qu'il faudrait enlever le masque du côté de l'oreille et pas de s'amuser en train de le monter et de le descendre. Comment s'en débarrasser? Et une fois qu'on s'en débarrasse, il faut se laver les mains. Et tout ça, c'est une sensibilisation du patient. Évidemment, avec le port de masque FFP2, on leur explique l'intérêt de ce FFP2 qui n'est pas fait pour justement tout le monde, mais il est fait surtout pour le personnel soignant. Et là aussi, on explique comment il faudrait le mettre, comment il faut l'enlever. Les gestes barrières également. Devant l'officine, on leur dit il faut absolument respecter la distanciation physique de 1 mètre. Il faudrait absolument venir avec un masque. Donc, tous ces gestes-là, même s'ils les entendent partout, c'est-à-dire au niveau des médias, au niveau de la télévision, mais au niveau de la pharmacie, ils ont quand même une écoute. Vraiment, ils ont confiance en nous et on leur donne vraiment l'information qu'il faut. Corriger des informations, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui viennent par le biais justement des médias, par le biais des réseaux sociaux. On dit prenez ce médicament ou ne prenez pas ce médicament. Donc, les gens viennent, les citoyens viennent chez nous pour qu'on leur explique que ça c'est bien. Si ça ne vous fait pas de bien, ça ne va pas vous faire de mal. Surtout, il y a beaucoup de compléments alimentaires qui sont justement conseillés en cette période-là pour augmenter l'immunité. On leur dit prenez ceci, prenez cela. On leur conseille également de faire des huiles essentielles. Donc là, tout dépend de chaque type d'huile essentielle. On leur dit soit vous pouvez l'utiliser parce qu'il n'y a pas de problème, ou alors vous ne pouvez pas l'utiliser parce que ça risque de vous donner une allergie. Et si vous avez une allergie, risque d'inflammation au niveau pulmonaire. Et là, ce n'est pas bien. Donc, au niveau de l'officine, on est là pour corriger l'information d'une manière scientifique, d'une manière basée. Aussi, on nous dit moi, je suis sous anti-inflammatoire, moi, je suis sous anti-hypertenseur, donc je ne dois pas prendre ce médicament-là parce que ça va aggraver ma situation. Donc, notre rôle, c'est de leur expliquer de rester sous votre traitement si c'est le médecin qui vous a donné cet anti-inflammatoire ou anti-hypertenseur. Il faudrait absolument garder votre traitement. Mais en cas justement d'infection de Covid-19, là, le médecin traitant va s'occuper de vous et va vous enlever ce traitement. Mais non, il ne faut jamais l'enlever comme ça, par peur. Ce n'est pas du tout confirmé. Donc ça, c'est de notre rôle, c'est justement de donner l'information basée scientifiquement. Alors, j'arrive aux stratégies de déconfinement. Nous, malheureusement, en officine, nous n'avons pas comme vous au niveau de pharmacie hospitalière où vous avez des stratégies qui sont bien structurées. Mais nous espérons, justement, c'est mon souhait, nous espérons collaborer avec le corps de pharmacie hospitalière pour justement avoir une feuille de route, un protocole de déconfinement. Nous souhaitons l'envisager
très, très prochainement, justement parce qu'il nous reste 3 semaines, afin d'élaborer un protocole qualité de déconfinement pour les pharmaciens d'officine, où nous aurons étape par étape des choses à réaliser, justement. Parce que là, pour le moment, nous travaillons pratiquement tous, je dirais même à 80 ou 90% à guichet fermé. Mais un jour ou l'autre, il faudrait absolument qu'on ouvre la pharmacie, qu'on fasse rentrer le patient, parce que le patient, il faut bien ne pas le laisser attendre dehors. Pour le moment, on le fait attendre et on le sert vraiment avec une petite fenêtre et on lui donne les conseils, on lui donne les médicaments qu'il faut. Mais on aimerait bien avoir justement un protocole qualité pour le déconfinement. Alors, évidemment, tirer des leçons de ces problèmes rencontrés, comme je disais tout à l'heure, les problèmes de renouvellement d'ordonnances, les problèmes pour soit des renouvellements d'ordonnances pour les malades chroniques, soit pour les malades en psychiatrie. Et pourquoi ne pas aller vers justement la création ou le lancement de dossiers, pharmaceutiques ou médicaux partagés. Et comme ça, on aura accès tous pour justement rendre le patient gagnant dans l'histoire. Médecins, pharmaciens, pharmaciens hospitaliers, pharmaciens d'officine, tous autour du bien-être de ce patient. On est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qu'on a lancé pour justement avoir une application pour sécuriser les ordonnances en psychiatrie avec l'association des psychiatres. Voilà, je pense, bon, j'ai été brève parce que tout ce que je vais dire, mes confrères officinaux le savent déjà. Non seulement ils le savent, mais ils le vivent. Donc, j'ai juste fait un petit rappel et j'ai juste démontré j'ai essayé de mettre en valeur le rôle du pharmacien d'officine et toutes les missions qu'il réalise. Et il les réalise justement vraiment dans les règles de l'art. Et je vous remercie. Merci pour votre attention. Merci, Dr Zahi. Je vous remercie, je vous félicite pour votre tour d'horizon concernant la pharmacie d'officine et le vécu que vous avez bien transposé à l'audimat. Donc, vous avez bien parlé de la dispensation des médicaments au quotidien, c'est le rôle du pharmacien, notamment pour les maladies chroniques, les maladies et le tri. Et là, j'ai le focus, vous avez fait le focus sur le tri. Là, c'est un important travail qui est fait par le pharmacien d'officine, c'est le tri, c'est-à-dire Covid, non Covid. Donc, puisque le pharmacien, par des connaissances scientifiques et par son background, il va orienter le patient vers son médecin pour l'orienter soit vers les structures adaptées, soit lui instaurer et laisser son traitement. Et vous avez aussi parlé du système nerveux central et la galère, vous m'excusez le terme, la galère entre les médicaments du système nerveux central lors des gardes. Et ça, vous avez très bien fait de le signaler parce que vraiment, c'est un challenge et un défi qui est vraiment que vit le pharmacien au quotidien. Aussi, vous avez rassuré, vous avez mis le doigt sur l'assurance, assurer le patient, l'écouter, l'orienter et pour la sensibilisation aussi des gestes barrières, chose que nous faisons au quotidien. Et vous avez fait un état des lieux extraordinaire par les allergies que vous ont rapporté vos clients concernant les solutions hydroalcooliques et l'usage des masques et l'accompagnement des patients. Aussi, pour éclaircir, vous avez aussi relaté les faits que vous avez éclaircis et ce que font toute la majorité des pharmaciens, c'est éclaircir les désinformations. On est vraiment devant une pléthore d'informations vu les réseaux sociaux, du vrai et du faux. Et là, le pharmacien, il accompagne brillamment son patient pour tirer au clair le vrai du faux. Pour la stratégie du déconfinement, c'est un souhait aussi personnel. J'aurais aimé que cette stratégie ne peut pas se faire avec nos confrères hospitaliers sans le hub.
et je dis bien le hub de l'université, notamment l'université Mohamed VI qui est engagée avec le pharmacien d'officine pour la formation continue. Et j'espère que bon, ils vont faire c'est-à-dire le hub entre nous et les hospitaliers pour établir des feuilles de route et pour éventuellement aller dans le futur et pour se prémunir et être prêt en cas de pandémie future, la qaddar Allah. Donc, je cède la parole maintenant aux questions-réponses à mon confrère Dr Rabi' pour les questions relatives à l'intervention du Dr Hafid. Merci, Dr Hafdi. Effectivement, on a pas mal de questions de nos chers spectateurs. Malheureusement, on est limité par le temps. On n'a que 15 minutes pour répondre à l'ensemble des questions. Donc, je vais essayer de sélectionner un certain nombre de questions pour notre ami Dr Hafidi. Il y a une première question qui a été posée sur la gestion de la dispensation en ambulatoire. Vous avez évoqué dans votre présentation le maintien de l'activité hors Covid, notamment la dispensation en ambulatoire de certains médicaments dits onéreux à des patients non hospitalisés. Une question d'un spectateur, quelle était votre conduite à tenir face à des patients qui avaient des problèmes de déplacement pour récupérer les traitements à l'hôpital? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour faire bénéficier ces patients qui ont des difficultés à venir récupérer leur traitement au niveau de l'hôpital de Fès? Merci. C'est bon? Dr Hafidi, c'est bon? J'ai pas entendu. Ah, d'accord. Pardon. Donc, je vais répéter. Donc, il y a une question d'un spectateur sur la conduite à tenir devant la difficulté de certains patients à venir récupérer leur traitement dispensé en ambulatoire par la pharmacie de l'hôpital. Pour récupérer les traitements, par exemple les traitements ambulatoires, donc je vais parler du point de vue de notre centre hospitalier parce qu'on a préservé aussi la dispensation ambulatoire. On l'a préservé. Donc c'est un point stratégique de la direction de l'hôpital qui doit préserver la continuité de soins. Donc, il doit préserver la continuité de soins avec le respect des mesures barrières et des moyens de protection, que ce soit des professionnels de santé, aussi bien des usagers de l'hôpital. Donc, un patient qui doit consulter, on peut bien sûr lui informer à travers plusieurs moyens, à travers des téléphones, à travers le WhatsApp, à travers des moyens de télécommunication, de la disponibilité du traitement. D'accord? Bien sûr, il doit rester en contact avec son médecin traitant, à travers, par exemple, le téléphone, le fax, de lui communiquer ses bilans de contrôle. Si les bilans, ils sont favorables pour recevoir une chimiothérapie orale ou bien une thérapeutique ciblée, donc le médecin doit inviter le patient à venir à l'hôpital pour lui faire une prescription, sinon une prescription électronique, un agenda de prescription électronique, où le patient va voir son médecin au centre de diagnostic et puis va faire une admission au bureau d'admission et à la fin va récupérer le traitement, bien sûr tout en respectant la distanciation physique avec au minimum 1,50 m du guichet de dispensation ambulatoire à la pharmacie. C'est tout. Donc c'est l'affaire bien sûr de tous les partenaires de l'hôpital, à savoir les médecins prescripteurs et la direction de l'hôpital et bien sûr et la pharmacie. Ils doivent préserver la continuité du soin, surtout pour les maladies chroniques et les pathologies lourdes, type cancer. D'accord.
Merci pour la réponse. Il y a une deuxième question sur une des activités, une des missions de la pharmacie hospitalière, notamment la réception et le contrôle des produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux. Une question posée sur la procédure de contrôle qualité d'un certain nombre de dispositifs médicaux, notamment les masques chirurgicaux et le FFP2 au niveau de la pharmacie. Pour les contrôles au niveau de la pharmacie, il faut contrôler bien sûr le conditionnement d'où le produit il a été réceptionné, son intégrité. Bien sûr, il faut voir aussi s'il y a des détériorations ou bien des atteintes au niveau des masques. Bien sûr, on ne fait pas des tests d'intégrité ou bien de solution parce qu'il faut certifier la méthode de contrôle. D'accord? C'est des simples contrôles qu'on peut faire. Aussi, il faut faire aussi, il faut voir aussi s'il y a une atteinte des masques via un mauvais stockage, s'il y a par exemple une humidité exagérée ou bien une température de stockage qui n'est pas dans les normes. C'est ça, c'est les moyens de contrôle niveau quand on dispose au niveau de la pharmacie hospitalière. Donc, bien sûr, il faut aussi contrôler certaines données au niveau de l'emballage, s'il y a une conformité, la CE, s'il y a une conformité européenne, ou bien s'ils sont fabriqués localement, l'autorisation de fabrication de la direction du médicament et de la pharmacie. Oui. Et vous m'entendez, Dr. Hafedi? Oui, j'entends. D'accord. Donc, merci pour l'explication. Il y a vous avez évoqué tout à l'heure dans la présentation un domaine d'activité relatif à la préparation des préparations hospitalières, notamment la solution hydroalcoolique. Vous avez démarré l'expérience de préparation localement des solutions hydroalcooliques selon les protocoles de l'OMS. Une question, est-ce que vous comptez maintenir cette activité au niveau de... Oui. Oui, bien sûr, on va la maintenir. Bien sûr, c'est un point, c'est un acquis qu'on doit le préserver. Et pourquoi pas aller conquérir d'autres préparations hospitalières. D'accord. Oui. Sinon, par rapport, je dirais, à l'investissement, est-ce qu'il y a des ressources essentielles importantes à mettre en place pour avoir une paillasse conforme à cette préparation, ou c'est facile à mettre en place? Bien sûr, les normes elles sont décrétées dans la circulaire du ministère de la Santé. Donc, il faut y avoir des normes de salubrité et d'environnement adéquats avec une ventilation adaptée, des paillasses qui vont être désinfectées et décontaminées. Pour la préparation et l'édition des traitements des produits corrosifs, il faut les manipuler sur rotafluidaire laminaire vertical. D'accord? La verrerie aussi, il faut avoir des verreries de laboratoire. Avec des éprouvettes, des béchers, donc, et des balances pour faire la dilution et la pesée de la matière première. D'accord. Une dernière question, vu la contrainte du temps. Vous avez évoqué une activité relative à la gestion des essais cliniques. Est-ce qu'il y a des résultats par rapport à l'efficacité des médicaments Covid? J'ai évoqué les essais cliniques qui ont été déjà lancés concernant avec des promoteurs internationaux. Donc, c'est des essais cliniques qui concernent d'autres pathologies, pas le contexte Covid. C'est des essais cliniques concernant, par exemple, la cancérologie ou bien la neurologie qu'on doit continuer à les exécuter. La pathologie Covid, il y a des essais cliniques qui sont en cours, d'accord. Concernant le protocole, c'est un protocole du ministère de la Santé, c'est une prescription en aura-MM. Bien sûr, chez nos CHU de Fès, il y a un dossier médical partagé au niveau du système d'information. Donc, après, on va collecter les données, on doit en tirer des résultats pour voir, bien sûr,
bien sûr, l'efficacité et la tolérance du traitement, s'il est efficace ou non, bien sûr, à la fin. D'accord. Une dernière Une question. question sur le droit de substitution. Donc, Oui, oui, pardon. Oui, allô? moi, ce que je vois, bonjour, merci Oui, pour la qualité. Hein. Parce que maintenant, il y a une question, il y a la oui. question sur la demande de pharmaciens pour le droit de substitution, ne serait-ce que provisoire en cette période de crise. Et Mhm. donc, parce que ça rendra énormément service, pas vraiment directement aux pharmaciens, mais c'est surtout aux citoyens auxquels il faut penser. Moi, je ne comprends pas. On a galéré pour trouver justement des médicaments. On a renouvelé, comme je l'ai dit tout à l'heure, des ordonnances pour les traitements, pour les malades chroniques. Et normalement, pour cette crise-là, il faut trouver des solutions, soit justement le droit de substitution provisoire, soit un contact justement via des applications pour qu'on puisse justement laisser le malade équilibré. Oui, oui, merci pour. Oui, c'était une question où. Non, parce que là, j'ai vu, il y a les questions qui se Oui, déroulent devant oui. moi. J'ai donné mon avis, comme que je suis pour ce droit de substitution provisoire. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Mais Ben non, qu'est-ce qui c'est bloque, bon, il y a qu'est-ce qui bloque quelqu'un qui normalement? non, parce que maintenant, c'est une question qui est posée au Parlement. Donc, et puis, il y a beaucoup de médecins qui sont justement contre ce droit de substitution. Et donc, voilà. Donc, on explique pourquoi ce droit de substitution doit justement être accordé aux pharmaciens. Oui, mais ce Euh, droit de substitution n'est pas nouveau à l'échelle internationale. Ça existe ailleurs. Oui, Pourquoi bien pas sûr, chez nous? bien sûr, bien sûr. Il y a des règles à ce droit de substitution, justement. Et pourquoi pas au Maroc, mais il y a les médecins, justement, marocains qui sont tout à fait contre. Mais bon, on verra l'évolution. Je ne sais pas quel est le point de vue de notre collègue pharmacien hospitalier sur la substitution des médicaments à l'hôpital. Mais oui, Est-ce ça qu'il ne y leur pose a. pas de problème. Sinon, à l'hôpital, donc, on est réglé par une nomenclature hospitalière qui est établi et validé par le comité pharmaceutique et thérapeutique. Donc, on a le droit de substitution au niveau de l'hôpital. Et bien sûr, il faut veiller à l'appliquer parce qu'on n'accepte pas les prescriptions qui émanent des prescriptions en dehors de l'hôpital. Donc, on l'applique le droit de substitution en interne. Oui, mais Oui. on sait très bien que l'approvisionnement il se fait par DCI. Mais est-ce qu'il y a des cas où certains prescripteurs refusent de prescrire la spécialité disponible à l'hôpital et donnent une ordonnance à l'officine? Le refus de prescrire, par exemple, une spécialité et pas une autre, Oui. il doit être argumenté. Mhm. Donc, nous, on demande aux prescripteurs d'argumenter cette initiative de prescription d'une spécialité définie. L'argumentation, c'est les études de bioéquivalence. Donc, elle doit faire des études comparatives entre médicament X et médicament Y, donc pour prouver la non-efficacité de l'un ou de l'autre. Et une autre question, là. le docteur Zahi, Oui. on termine d'abord avec les questions de nos confrères hospitaliers et on Ah, enchaîne avec les très bien, questions d'accord. officinales. Très bien, Donc, ok. si docteur Rabi n'a Bon, n'a oui. plus de questions, ou là, s'il a calculé Non, c'est le bon, temps c'est bon. c'est mission, on passerait à Bon, notre c'est 15 maintenant. Oui. le volet officinal, si vous le voulez bien. Oui, oui. Oui, on passe au volet officiel, c'est ça, oui. Donc, c'est Rabi, vous me cédez la main? C'est bon pour. Oui, 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 oui. Oui, c'est bien, Alors, c'est bon pour la partie j'espère que. hospitalière. Est-ce que monsieur le doyen a une question à madame Zahi? Monsieur le doyen? Donc, bon. Donc, je passe aux questions des participants. Il y a une question qui revient très souvent de 3 ou 4 personnes. C'est concernant comment épargner les vendeurs
en pharmacie de la pandémie, sachant que dans la plupart des pays d'Afrique, on n'a pas les moyens de changer les masques chirurgicaux chaque 4 heures. Docteur Zahi. Bon, normalement, c'est la réglementation, donc on le fait. Mais bon, là, c'est un peu normal parce que maintenant, on n'arrive pas à trouver les masques chirurgicaux. Mais heureusement, ces derniers temps, on a eu les masques subventionnés. Donc, on arrive justement à dépanner par les masques avec les visières. Donc, on le fait pour nous et pour notre équipe. Donc là, ce sont des charges qui se sont rajoutées justement au quotidien du pharmacien, mais on est obligé de le faire pour justement sécuriser toute l'équipe, que ce soit le pharmacien et son équipe. On change toutes les 4 heures, 5 heures. Et par exemple, si on a, personnellement, j'ai une employée qui est asthmatique, elle est obligée de porter tout le temps un masque FFP2 ou un masque et visière. Donc, on tient compte justement d'abord de sécuriser l'équipe officinale. C'est elle qui doit normalement faire face à la pandémie. Donc, on n'a pas intérêt à choper le virus. Tout à fait, Dr Zahi. Et je m'inscris à 100% à ce que vous dites, hein, parce que la sécurité de nos employés passe en prime. Hein. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, tous les patients qui viennent chez nous, ils sont Covid plus asymptomatiques jusqu'à preuve du contraire. Exactement. Exactement, exactement. Et on a fait 2 équipes, on ne travaille pas tout le temps parce que là, on travaille uniquement à 2 et soit par exemple à tour de rôle, on prend une journée sur 3 pour se reposer, soit on a 2 équipes, mais on a essayé de s'adapter par tous les moyens. Je le dis, je le répète, malgré que on a utilisé plus le système D parce qu'il n'y a pas de protocole et il n'existait pas. Il n'était pas dans les tiroirs, comme ça, pour le prendre. Et on n'a pas pu l'avoir parce qu'au moins, d'après ce que j'ai vu là pour les pharmaciens hospitaliers, vous avez pu rapidement instaurer vraiment un protocole de travail, ce qui n'est pas le cas pour les officinaux. Chacun travaille à sa manière. Tout à fait. Docteur Zahi, une autre question qui revient souvent, on voudrait savoir le taux d'efficacité des masques de protection. Eh ben, tout dépend des masques. Bon, il y a les masques chirurgicaux, il y a les masques de protection, donc les subventionnés. Donc, d'une manière générale, les masques, que ce soit les subventionnés ou les chirurgicaux, ça protège de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, si tout le monde le porte, donc tous les intérieurs vont rester chez les personnes. Si maintenant, pour justement le personnel soignant qui est en contact direct avec justement les malades, là, on leur conseille évidemment soit le FFP2 qui protège de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Mais c'est déjà pas mal si tout le monde le met correctement. Pour moi, c'est plus important, c'est mettre le masque, qu'elle soit de protection ou le masque FFP2, au moins on le met d'une manière adéquate, comme il se doit. L'efficacité, moi je l'ai dit, si tout le monde le porte, on a une efficacité optimale. Absolument, absolument. Docteur Hafidi, si vous le permettez justement, j'aimerais bien poser une question à Madame Zahi. Oui. Comme ça, on peut rester sur la même thématique, mais en la reliant un petit peu à la stratégie de déconfinement. Donc, tout à l'heure, vous avez dit que les pharmaciens d'officine, en tout cas que ce soit partiellement, totalement, ils n'ont pas été, je dirais, ils n'ont pas été contactés par le ministère dans la stratégie ou la feuille de route de lutte contre le Covid. Et là, quand je vois un peu l'expérience de l'implication des pharmaciens, rien que dans je dirais la restructuration de la distribution des masques de protection, je crois que c'était une expérience, d'ailleurs, vous pouvez nous dire un petit mot dans ce sens, je crois que c'était une expérience quand même qui a permis d'abord aux pharmaciens de garder le monopole par rapport à ces produits-là, mais aussi structurer le circuit de distribution et que finalement, que ce soit les patients ou en tout cas la population a pu finalement
récupérer les masques à ce niveau-là. Donc, je crois que c'est, vous pouvez nous dire, est-ce que c'est une expérience réussie ou non? Et pourquoi aussi le ministère ne vous a pas encore associé dans la stratégie, sachant qu'il y a une très, très bonne répartition géographique des pharmaciens et les pharmaciens peuvent être justement le relais en termes d'éducation, en termes de prévention des malades. Je répondrai plutôt à la deuxième question. À la première, plutôt sur les masques et sur notre expérience. Évidemment, dès vraiment dès les débuts mars, justement, on a galéré pour les avoir, ce qui est normal. Donc, la pandémie, elle est justement, elle a. Donc, ça nous a pas permis d'avoir rapidement la disponibilité des masques et des gels et tous les produits autour du Covid, donc à savoir les masques de tout type de masques et les gels hydroalcooliques et les solutions. Même pour en fabriquer sur place chez nous, on ne trouvait pas les ingrédients, ni alcool, ni oxygène, ni rien. Donc, il y avait une réelle pénurie au départ. Mais heureusement que le gouvernement a bien géré ça et donc ils ont tout de suite démarré la fabrication de masques, fabrication totalement marocaine, même avec des prix qui sont toujours intéressants. Donc, c'est subventionné par le compte Covid. Donc, c'est une très bonne chose. Au début, ils ont essayé de mettre ces masques un petit peu partout, chez l'épicier, chez la grande distribution. Mais le patient, lui, on lui dit, il faut que tu mettes le masque. Mais bon, pour lui, qui dit masque, il dit, il va aller à la pharmacie. Il ne comprenait pas pourquoi il ne trouvait pas le masque au niveau de l'officine. Et heureusement, ça n'a pas duré longtemps qu'on a été appelé, c'est-à-dire que nos instances professionnelles, à savoir le Conseil de l'ordre et les syndicats et les fédérations, ils ont été appelés par le ministère de Commerce pour leur demander s'ils pouvaient bien assurer la distribution de ces masques. C'est ce qui a été justement accepté. Il y avait même une proposition où on a dit on ne veut même pas de marge. Ce qu'on veut, c'est la santé du citoyen. C'est que à travers justement tout le royaume, il y a 12 000 pharmaciens. Donc, on peut assurer la disponibilité des masques dans toutes les officines. Mais, Madame Zay, oui, on est limité par le temps. Merci d'avoir souligné tout ça. Je vais juste finir par là. Oui. Et donc, le masque, une fois qu'il est justement dispensé au niveau de la pharmacie, donc il y a un conseil qui suit. Par contre, s'il était au début, quand il était distribué à l'épicerie, donc c'était l'épicier qui le prenait à la main, sans gants, sans rien du tout, qui le donnait. Il n'avait pas justement, il pouvait pas l'accompagner avec des conseils. Et pour moi, un masque qui est juste acheté comme ça, sans conseil, sans lui montrer ni comment le mettre, ni pourquoi le mettre, ni comment l'enlever, c'est comme s'il ne l'utilise pas. Ça ne sert à rien dans ce cas-là. Et donc, heureusement qu'on l'a récupéré et la distribution se fait très, très bien. La disponibilité maintenant, elle est totale, aussi bien pour les gels et les solutions hydroalcooliques que pour les masques qui soient disponibles, qui soient chirurgicaux ou même les FFP2. Ces derniers temps, on arrive à les avoir. Les seuls qu'on n'arrive pas à avoir, et j'espère que ça va se résoudre très prochainement, ce sont les bavettes chirurgicales. Merci, Dr Zaïd, d'avoir souligné l'importance du maillon 1 et l'importance du circuit pharmaceutique. Et là, je souligne aussi et je salue l'effort qui a été fait par le ministère de la Santé à travers la DNP et le ministère de l'Intérieur qui traquait contre les gens qui font de la contrefaçon du gel hydroalcoolique et des masques aussi. Hein. Donc, là, ça témoigne de la confiance que ces organismes, ces instances font aux pharmaciens. Donc, j'enchaîne tout de suite sur la question. Dr Zaïd, bonsoir. Bonsoir. Comment vous avez organisé pour la détection des cas suspects COVID-19? Est-ce que l'équipe est préparée et formée pour mener un bon interrogatoire? Ben oui, justement, c'est grâce à un tableau, donc avec l'équipe officinale, avec le personnel. Donc, on leur dit, voilà les questions qu'il faut absolument poser pour le patient. Mais il faut pas lui faire peur. Il faut d'abord lui poser des questions qui sont ouvertes et le laisser s'exprimer. Comme ça, il va parler. Parce que si on lui pose la question fermée, il va répondre par oui, par non, et reste toujours sur son stress. Et donc, il y a un petit tableau que le personnel connaît très bien. Et comme ça, on détecte si c'est un cas suspect
Et dans ce cas-là, on lui dit, rentrez chez vous, reposez-vous, mais voilà le téléphone. Il faut appeler, il ne faut pas aller il faut pas aller à l'hôpital, mais appeler le 141 pour qu'on puisse vous prendre en charge. Et si ce n'est vraiment pas le cas, si ce n'est pas un cas suspect, on lui donne du paracétamol et on lui dit, rentrez, prenez du repos. Et si jamais vous avez le moindre souci, revenez nous voir. Et ça, c'est que ce soit moi ou le personnel. Et je pense que c'est le cas au niveau de toutes les officines. Merci, Dr Zey. Une autre question, le retour des patients concernant les masques subventionnés est défavorable et demande des masques de qualité supérieure. Que pouvons-nous faire devant cette situation? Heureusement qu'on a le choix maintenant. On a le choix pour les masques, franchement, et des prix très abordables, que ce soit pour les prix justement des subventionnés qui sont à 80 centimes. Heureusement, maintenant, ils se vendent emballés avec une notice où on explique justement comment le mettre. Et il y a 10 masques dans la boîte qui se vendent à 8 dirhams. Donc, c'est vraiment accessible. Et on leur dit, ça, c'est un masque pour sortir vraiment en cas de besoin. Pour les gens qui travaillent, c'est vrai qu'ils demandent, et tout dépend du genre de travail. Si c'est un chauffeur qui rencontre beaucoup de monde et tout, il nous demande un masque chirurgical, dans les bavettes chirurgicales. Nous avons également maintenant à leur proposer des bavettes en tissu qui sont réutilisables. On leur explique aussi également comment les laver, comment les réutiliser et comment les stériliser, comment les désinfecter. Donc, tout ça, avant de vendre, avant de dispenser ce masque, on l'accompagne avec un questionnaire pour voir dans quel secteur le patient opère pour lui donner justement le masque adéquat. Docteur Zey, une dernière question, parce qu'on est limité par le temps et puis on a dépassé le temps qui nous a été alloué par les organisateurs. Alors, bravo pour cette belle prestation. Le volet économique, notamment pour les officines. Qu'en est-il du chiffre d'affaires de la pharmacie? Quelles mesures doit-on adopter pour contrecarrer ce volet économique? Le volet, bon, ça a diminué, c'est normal parce que bon, les gens ne sortent qu'en cas de besoin. Il y a aussi le côté justement où il n'y a pas les médecins travaillent ils sont en télétravail, donc il n'y a pas de disponibilité. Les malades chroniques n'ont pas été pour justement voir si ils ont toujours besoin d'un ajustement de traitement et tout. C'est un peu normal, on s'attendait à ça. Mais on ne doit pas se plaindre parce qu'au moins, on a pu continuer justement à travailler, à répondre aux besoins du patient. Parce que heureusement qu'on était là, parce qu'on est en première ligne justement dans cette pandémie. Même si on est devant le risque, on est resté là et on a assuré, vraiment, on a même triplé par quartier, on a triplé le nombre de gardes. Et donc, le pharmacien est présent 24 heures sur 24 et 7 sur 7. Vous ne pouvez pas aller, par exemple, dans n'importe quel secteur, vous aurez toujours une pharmacie de disponible. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que le pharmacien a assuré. Il l'a assuré physiquement, avec évidemment toute une équipe que je remercie au passage, tout notre personnel est vraiment avec nous. D'accord. Je pense que c'est la dernière, puisque là, le facteur temps nous merhamnesh. Donc, on a débordé de 10 minutes du temps qui nous est imparti. Bon, je profite pour conclure, pour dire qu'à la fin de ce webinaire, nous nous serons remerciés assez pour leur implication à la réussite de cette manifestation en distanciel. Nos éminents intervenants, professeur Najari, président de l'université Mohamed VI des sciences de la santé, professeur Ahid, doyen de la faculté de pharmacie de l'université M6, et notre consoeur Aïcha Zahi, nos confrères hospitaliers, notre laboratoire partenaire Cooper Pharma et nos consoeurs et confrères qui ont bien voulu participer à ce débat. Il y a une prochaine manifestation avec l'UM6, Inch'Allah, comme qui nous a habitués comme à l'accoutumée. Bon Ramadan, bon Eid, et à tout, et en espérant que le SARS-CoV-2 aura perdu de sa virulence et de son pouvoir d'assimilation et qu'on va déconfiner après le 10, Inch'Allah. Et merci. Bonne fin de confinement et bonne soirée. Merci à beaucoup. tous. Bonne fin de confinement. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir.